Bonjour à toutes et à tous. Alors première question, pourquoi autant d'intervenantes pour un petit film pâté de 1904 qui ne fait que 9 minutes? Cela exige une explication et cette explication vous permettra aussi de comprendre comment plusieurs archives peuvent s'associer autour d'un film, prendre en considération un projet de restauration, puis l'abandonner et en même temps s'interroger sur des pratiques de production des films et également ne pas perdre du temps. Je parlerai pendant que vous regardez le film qui nous a mobilisés autant, Christophe Colomb, film attribué à Vincent Laurent Heilbronn. Jusqu'à maintenant, c'est à vérifier et à confirmer. Une de ces productions pâtées du début du XXe siècle appartenant au genre scène historique, qui portent à l'écran les grands moments de l'histoire et qui permettent au cinématographe de s'affirmer dès le début comme un médium populaire, divertissant et édifiant. C'est un film à 8 tableaux, ce qui représente pour l'époque une production plutôt ambitieuse et distribuée en France et à l'étranger. Au début du projet, le NFI de Budapest identifie dans ses collections une copie nitrate coloriée au pochoir incomplète de ce film, se met en contact avec la Fondation Pathé et ensemble, la Fondation Jérôme Seydou Pathé et la NFI envisagent de restaurer la copie de Budapest en intégrant les scènes manquantes, parce que la copie est lacunaire. Ils font appel à la Cinémathèque de Toulouse qui possède une copie du film. Donc cette copie de Toulouse présente, comme celle de Budapest, une coloration au pochoir. Carole Fodor vous expliquera dans le détail en quoi ça consiste. Mais dans la copie de Toulouse, il y a sur certains plans, en combinaison avec le pochoir, du teintage jaune ou bleu. La pellicule à nitrate de première génération nous fait pencher pour une copie de 1904, l'année de sortie du film. La copie de Toulouse est quasiment complète, a déjà été restaurée il y a quelques années en photochimique. Et nous avons continué à rechercher des éléments. On a trouvé au CNC, Centre national du cinéma et de l'image animée, une copie italienne, aussi lacunaire, coloriée au pochoir, combinée avec les teintages, déposée par le Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, et elle aussi d'avant 1905, et une copie de la UNAM, Université nationale autonome du Mexique, tentée, noir et blanc et tentée, lacunaire, de 1905. Voilà. Pour revenir à la copie de la Cinémathèque de Toulouse que je représente, son histoire nous est inconnue, nous n'avons pas de traces de son entrée dans les collections. On peut juste dire que les copies nitrates de la Cinémathèque de Toulouse proviennent en majeure partie de deux sources, les offices régionaux du cinéma éducateur d'un côté et les forains qui sillonnaient le sud-ouest de la France en montrant des films et qui abandonnent le nitrate et le diacétate dans les années 50 à la faveur du 16 mm de l'autre. Donc les forains souvent faisaient des reconstitutions d'une copie projetable à partir de bandes en état moyen ou médiocre. Ils prenaient le bon bout d'une copie de l'autre. C'était les premiers restaurateurs, ça a beaucoup de déontologie, il faut dire. Mais ce n'est pas le cas de cette copie. La pellicule sur laquelle l'image est tirée est homogène, donc il n'y a pas de traces de provenance différente. Par contre, les polices des caractères utilisés sont différentes des copies de l'époque de Pathé, et par conséquent, on penche pour des cartons un peu plus tardifs. Et pour terminer, on a interrogé la base de données Garance, qui rassemble les collections de plusieurs archives françaises, parmi lesquelles le CNC, la Cinémathèque française, la Cinémathèque de Toulouse. Et le total des films, des titres Pathé recensés pour les années entre 1900 et 1906 est de 290, c'est quand même pas mal.
En 1900, nous avons juste 5 copies, toutes en noir et blanc, mais progressivement, le nombre augmente et aussi les copies coloriées augmentent. Et donc, on arrive pour l'année 1906 à 109 copies, dont 62 copies couleurs. Et parmi ces copies couleurs, teintage, pochoir, pinceau, etc., il y en a seulement 5 qui combinent, comme Christophe Colomb, pochoir et teintage. Et donc, on révèle que de cette exploration que cette combinaison est assez rare. On a inspecté toutes les copies mentionnées. On a remarqué des petites différences. Leur proximité avec l'année de production du film nous fait pencher on les considère comme des incunables. Et donc, plutôt que de reconstituer une nouvelle version artificielle en combinant des éléments qui n'ont pas été, qui sont des copies différentes, des éléments différents du film, on a décidé de tout numériser toutes les copies et de les analyser et en profiter pour nous interroger par rapport à l'utilisation de la technique de coloration image par image de l'époque. Et donc, on doit remercier le CNC parce qu'il a pris en charge la numérisation des 3 copies, Toulouse, Rome et Mexico City. Et là, je laisse la parole à mes collègues qui vont explorer la question technique. Merci. Merci, Francesca. Je vais en profiter pour vous décrire un petit peu les différents procédés de colorisation qu'on peut trouver dans ce film. Donc, le plus important qui est présent sur tous les plans, c'est le pochoir. Donc, il s'agit d'une technique qui fait son apparition vraiment très tôt au cinéma et qui consiste à colorier certaines parties de l'image d'une certaine couleur, comme la peau ou les décors fixes. Et pour cela, des pochoirs sont découpés à la main pour chaque couleur afin que chaque image soit coloriée en respectant le mouvement filmé. En dehors de la technique du pochoir, on peut aussi observer des couleurs appliquées directement au pinceau sur l'image, notamment les petites touches très mobiles comme les coiffes à plumes de certains personnages. Et enfin, sur 3 plans, comme vous l'a dit Francesca, on peut observer des teintages en combinaison avec les pochoirs, probablement appliqués comme un vernis directement sur la pellicule à cette époque. Donc dans le cas de ce film, on a vraiment un grand nombre de couleurs qui sont utilisées. Au total, on a 10 teintes différentes apparaissant dans l'ensemble des plans. Et ces teintes sont les mêmes sur l'ensemble des copies. Donc on a du bleu, du vert, du rouge, plusieurs teintes de rose, plusieurs teintes de orange, une couleur chair et aussi de l'ocre. Elles n'apparaissent pas dans tous les plans, mais chaque plan en compte au moins 5 différentes. Donc l'étude des 3 copies coloriées, donc celle de Toulouse, celle de Rome et celle de Budapest, nous a permis d'observer des éléments produits sur une période de 2 ans, puisque celles de Toulouse et de Rome sont datées d'avant 1905, donc probablement 1904, tandis que celle de Budapest est de 1906. Elles permettent de mettre en évidence des cohérences et des différences. Donc, la première différence majeure est la présence des teintages sur 3 des 8 tableaux sur les copies les plus anciennes. Donc, les copies de Toulouse et de Rome sont teintées, tandis que la copie de Budapest ne l'est pas. La copie mexicaine, qui date de 1905 et qui est une copie en noir et blanc, a aussi quand même 3 plans teintés, les trois tableaux qui le sont dans les autres, et dans des couleurs équivalentes qui sont le bleu et le jaune. L'absence de teintage sur la copie de Budapest peut s'expliquer comme un choix éditorial, mais ça reste une hypothèse. Comme l'a dit Francesca, la combinaison des teintages et les pochoirs est assez rare quand même. Et en l'occurrence, dans Christophe Colomb, les teintages bleus indiquent des scènes nocturnes, tandis que le teintage jaune indique un éclairage intérieur, et sont des indications temporelles qui restent compréhensibles avec les seuls pochoirs et qui pourraient rendre les teintages redondants. Les autres différences entre les copies résident principalement dans les applications des couleurs de pochoirs, et ces différences sont peu nombreuses, et on constate une homogénéité forte entre les 2 copies de Toulouse et de Rome. La majorité des différences entre ces 2 copies sont des costumes et des détails qui ne sont pas coloriés dans la copie de Rome. La copie de Budapest, en revanche, présente davantage de différences qui restent discrètes et concernent principalement les costumes des personnages, notamment ceux des autochtones américains. Donc, je voulais juste dire au préalable quelques mots sur la copie de Budapest que vous pouvez voir donc, en haut à droite. Comme vous pouvez observer, il est en très très mauvais état
Et entre-temps, nous avons pu faire une meilleure scan de cet élément, mais c'est aussi pour vous montrer de quel élément on partait à la base et qu'est-ce qu'on comptait restaurer avec tous les efforts de nos équipes que ça pourrait impliquer. C'est un film que nous avons retrouvé dans un lot de bobines destinées à la destruction dû à son état physique assez terrible. La pellicule est très déformée et très cassée. Il y a beaucoup de déchirures sur ce film. Donc j'ai pris en exemple pour les différences le tableau de la présentation à la cour du roi d'Espagne. On constate que les variations se font principalement sur les personnages secondaires, à savoir les autochtones américains et les courtisans, ainsi que quelques détails de décor. Si ces différences sont plutôt mineures dans les décors et dans les costumes de cour, donc il y a des inversions de couleurs de certaines robes, par exemple, les différences les plus flagrantes sont dans les costumes des Américains qui vont bientôt apparaître à l'écran. Dans la copie de Toulouse, je vais juste attendre. Dans la copie de Toulouse, donc dans celle de Budapest qu'on voit en premier, les plastrons, par exemple, sont coloriés en jaune. Et là, vous voyez que dans la copie de Toulouse, les plastrons sont coloriés en bleu avec une bordure rose. Et dans la copie de Budapest, on avait aussi une plume coloriée en rouge. Par contre, les personnages principaux, Christophe Colomb, le couple royal, par exemple, sont coloriés exactement de la même façon dans toutes les copies. Christophe Colomb porte un manteau rouge et un pourpoint bleu, avec des bottes ocre et des détails jaunes sur la poitrine, par exemple. Donc ce plan de la présentation à la cour est très représentatif du reste des tableaux. Les variations se font sur des aspects mineurs et principalement sur les vêtements des Américains ou des figurants. Donc, lorsque les personnages secondaires semblent avoir un rôle important, les couleurs ne varient pas, comme c'était le cas par exemple d'un des courtisans qui est le seul à avoir un pantalon orange et qui est le même dans toutes les copies. C'est parce que nous avions constaté donc des variations que nous nous étions penchés sur la question des différences entre ces copies. Mais après cette étude, on constate une cohérence certaine, surtout lorsqu'on prend en compte l'éloignement temporel des copies, donc des copies de 1904 jusqu'à 1906, ainsi que l'éloignement géographique de leur exploitation, puisqu'on a une copie française, une copie italienne, une copie en espagnol et une copie donc hongroise. Ce qui nous amène à plusieurs conclusions probables. Les copies ont probablement été confectionnées dans le même atelier. La cohérence des couleurs, mais aussi des indices présents en dehors de l'image, comme des numérotations, témoignent d'une uniformité dans les techniques de travail qui rendent peu crédible donc l'emploi de différents ateliers. Et il est aussi très probable que les pochoirs soient le fruit d'une décision éditoriale de Pathé, possiblement sous la supervision de Laurent Heilbronn, qui était également peintre. Et donc pour vous parler de Pathé, je laisse la parole à Stéphanie. Merci Carole. Alors pour poursuivre, effectivement, les copies présentent des similitudes de coloris et de pochoirs, et ce qui induit une organisation de travail qui va comprendre la découpe du pochoir, le choix et la préparation des couleurs à la ligne et le coloriage des films. Pour autant, on ne peut pas affirmer que c'est le même atelier qui découpe et le même qui colorie. Mais on peut supposer que toutes les copies étaient coloriées donc au même endroit, et il se trouve que le film sort en avril, est annoncé en mars-avril 1904, et à cette date, Pathé n'a pas encore d'atelier de coloriage. Pathé a fait des recherches depuis 1903, il a aussi déposé des brevets, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment d'application industrielle. Et la société fait appel à beaucoup d'ateliers de coloris, et il est possible que l'ensemble des copies aient été coloriées dans un atelier extérieur. Alors, il y a un cas qu'on peut pointer chez Pathé, c'est celui de la copie d'Ali Baba et les 40 voleurs, enfin, pas la copie, mais Albert Marot qui a colorié au moins 4 copies de ce film entre 1902 et 1903, en les livrant pour certaines 2 à 3 mois avant que Pathé ne les édite à son catalogue. Et en fait, c'est assez malin, c'est-à-dire que c'est une façon d'optimiser le travail. Vous avez les pochoirs, vous faites toutes les copies, et donc ça va beaucoup plus vite. Albert Marot a créé un atelier en 1901 et il est basé à Barcelone. Donc ça souligne l'importance
des ateliers de coloriage, de cartes postales, de photographie, etc., puis de films dans le procédé de coloriage. Pathé va beaucoup s'en servir. Et puis, Marot va être aussi associé à la commercialisation des films Pathé dans la première des succursales qui est créée en 1904. Comme le film a beaucoup été distribué en Amérique du Sud, on ne peut pas exclure qu'il y ait un lien entre l'Espagne et l'Amérique du Sud pour la distribution et l'édition de ce film Pathé. Voilà, donc ça c'est ma première hypothèse. Et l'autre hypothèse, c'est celui d'un coloriage par l'atelier Thuillier. Et donc, à cette date, c'est Berthe Thuillier qui a pris la suite. Alors, pourquoi j'avance ce nom? C'est parce que c'est l'atelier le plus important à qui Pathé fait appel. Il fait partie des ateliers que Pathé paye à façon, donc ils sont payés chaque semaine au métrage, et vraiment les sommes reçues sont très importantes, on va jusqu'à plus de 1000 francs par semaine. On sait déjà que Thuillier utilisait le système de numérotation au moins en 1902. On ne peut pas exclure que chaque atelier parisien ait son propre système de numérotation, mais en tout cas, on le trouve déjà chez Thuillier. Et un petit exemple, parce qu'on en parle beaucoup, voilà, c'est ces fameux numéros. Donc Francesca, Carole et Victoria ont relevé que toutes les 48 images, on avait ces numéros qui se succédaient. Alors, grâce à Francesca, je peux vous donner une idée de ce que c'est. Donc, c'est 91 cm, c'est ça. Donc, il y a deux hypothèses à partir, enfin, mes hypothèses, ce n'est que des hypothèses, à partir de ces numéros. Soit c'est une unité de métrage qui va permettre, par exemple, une facturation. L'atelier dit, moi, je vous ai facturé tant d'unités, vous les vendez tant à l'exploitant. Soit c'est aussi la longueur d'un pochoir. Alors, il se trouve que je n'ai pas pensé à vous faire un zoom sur une des photos, mais on a des photos Pathé qui sont beaucoup plus tardives. Alors, ce n'est pas celle-ci, où on voit effectivement des ouvrières avec à peu près cette longueur de pellicule de pochoir. Moi, j'ai tendance à penser que l'ouvrière, ces numéros lui permettaient de bien caler le pochoir sur sa copie, en s'aidant notamment de ces fameuses planchettes, tel qu'on le voit ici. Alors là, la photo est plus tardive, elle date de 1907, mais on peut supposer qu'il y a un héritage des ateliers parisiens ou barcelonais dans la technique du travail, et bien caler et le pochoir et la copie en mettant des repères chiffrés et en apposant les couleurs, en prenant les pochoirs les uns après les autres dans l'ordre des numéros, permettait une certaine industrialisation en fait du travail, et c'était beaucoup plus rapide. Et alors il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'on est aussi à cette période début 1904 où Pathé propose quelques films coloriés à son catalogue, c'est-à-dire que quand le forain ou l'exploitant décide d'acheter Christophe Colomb, c'est forcément colorié. C'est pas ou du noir et blanc ou de la couleur. On lui livre le film colorié. D'où peut-être l'idée de préparer des copies plusieurs mois à l'avance. Et voilà, en conclusion, on ne peut pas exclure que les copies les plus tardives étaient coloriées dans le premier atelier de coloriage de Pathé, qui se trouvait derrière le studio de prise de vue. Mais en tout cas, il ne me semble pas les toutes premières qui sortent au printemps. Et ça révèle probablement que Pathé n'a pas lui-même mis au point toutes les techniques, mais s'est fortement inspiré des méthodes utilisées par ses prédécesseurs. Voilà, merci. Merci. Et je vais essayer de parler très vite parce que normalement, on n'a plus de temps. Donc, la copie de Budapest, nous l'avons découverte en 2022. Elle était, comme j'ai expliqué, destinée à la destruction. À cette époque-là, nous avons cru qu'il pourrait s'agir potentiellement d'une copie unique. Donc, nous avons immédiatement contacté la société Pathé. Nous avons lancé des recherches. Alors, à ce moment-là, suite à des recherches complémentaires, nous avons découvert et nous avons pu déterminer qu'il ne s'agissait pas d'une copie unique, mais il en existe d'autres. Mais bien que cette copie ne soit pas unique au sens strict, elle présente quand même des caractéristiques qui la distinguent des autres versions. En effet, elle est coloriée au pochoir, comme les autres,
mais elle ne comporte aucun tentage et 2 scènes sont absentes. Ensuite, elle ne comporte pas des cartons non plus. Nous avons ensuite effectué des recherches afin de comprendre les raisons de l'absence des cartons et des 2 scènes, qui représentent notamment la disgrâce de Christophe Colomb et son emprisonnement. Nous avons fait des recherches aussi pour comprendre l'absence du tentage bleu-gris qui, dans d'autres copies, confère une atmosphère sombre à la scène d'ouverture en mer. Les couleurs utilisées pour cette copie nous semblaient également plus vives que celles utilisées pour la copie de Rome et de celle de Toulouse. Alors, ces éléments ont soulevé la question d'une intervention volontaire dans le montage et le choix des couleurs de cette version en massif. L'hypothèse d'une adaptation spécifique à un contexte de réception hongrois a été envisagée, notamment en lien avec la perception historiquement neutre et distante de Christophe Colomb en Hongrie, où il n'est ni célébré ni intégré dans le récit national. Cette approche pourrait expliquer une volonté de modérer les aspects dramatiques ou ambigus de personnages en privilégiant une lecture plus héroïque ou édifiante. Donc, en gros, la question qu'on s'est posée, est-ce qu'ils ont essayé de faire exprès une version plus joyeuse de ce même film? Mais il restait toutefois confirmé qui a pu intervenir sur ce film. À cette époque, les films étrangers arrivaient en masse en Hongrie, accompagnés de cartons d'intertitres également fabriqués à l'étranger. Cela explique pourquoi les cartons du début du siècle comportaient souvent de nombreuses fautes d'orthographe, et c'est une possible raison pour laquelle les cartons du film Christophe Colomb sont absents, s'ils avaient été jugés inappropriés et enlevés ultérieurement. Concernant le coloriage au pochoir, nous pouvons très certainement exclure l'hypothèse qu'il ait été réalisé en Hongrie, puisque des ateliers de colorisation existaient en dehors de la France, mais aucun n'est actuellement connu en Hongrie. La production cinématographique hongroise, surtout parlant de production et de technique, des services techniques, ça ne démarre véritablement qu'à partir des années 1910. Et même si des laboratoires existaient déjà, leur activité se limitait à la fabrication des cartons d'intertitres en hongrois, et même cela à partir de 1908 seulement. En ce qui concerne la technique de tintage, c'est Wolfram Ellemér qui la récite pour la première fois en Hongrie vers 1920. Donc c'est sûr que le coloriage du film ait été fait, du moins pas en Hongrie, mais ailleurs et très probablement en France, comme expliquait Stéphanie. Alors, il semble plus probable que l'absence de tintage soit due à une simple erreur plutôt qu'à un choix délibéré, comme Stéphanie expliquait, dans l'atelier de Madame Thuillier, spécialisée dans la colorisation des films. Il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient en continu et ils coloriaient une grande quantité de films. Notamment, elle employait environ 200 ouvrières dans son atelier. Chacune était responsable d'une couleur spécifique et l'atelier produisait en moyenne une 60aine de copies par film. Donc, nous pouvons donc facilement imaginer qu'un oubli menait à l'absence de ce tintage. Quant à l'absence des 2 tableaux, il s'agirait probablement d'un choix discutable effectué par un projectionniste ou par quelqu'un d'autre, plutôt qu'un problème technique ou artistique ou un choix artistique. Et donc, bien que ces interprétations restent à confirmer, elles ouvrent des pistes intéressantes sur l'histoire de ce film et sur les pratiques de distribution et de contextualisation culturelle du cinéma muet. Voilà.